Dans quelques instants, dans Bouge la France, Jean-Louis Borloo comme invité viendra nous parler de son dernier combat, les portables au volant. On a un autre invité qui est Louis Vell, l'acteur que vous avez connu dans La Demoiselle d'Avignon notamment, et acteur mais aussi spécialiste de bourse. C'est lui qui gère les fonds des auteurs et qui les place en bourse justement, c'est sa spécialité. Le débat du jour et la polémique du jour, les SDF et l'hébergement obligatoire, la chronique scientifique de Dominique Leglu avec la science qui fait sa pub à la télé, et puis en fin d'émission des vignerons indépendants qui trouve qu'économiquement, il trinque un petit peu trop. On n'oublie pas bien sûr Jean-Louis Gombos, c'est dans quelques instants, qui lui va nous parler du retour à la case chômage. C'est dans quelques minutes, juste après le journal de Saveria Rojek. Excellente soirée, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est la plus forte hausse depuis 15 ans. Le chômage repasse au-dessus de la barre symbolique des 2 millions de demandeurs d'emploi. Au mois d'octobre, près de 47 000 personnes se sont inscrites à la NPE. Et crise oblige, la situation n'est pas près de s'améliorer. Thomas Donzel, Emmanuel Dine. 6 mois consécutifs de hausse et un seuil symbolique dépassé. Au mois d'octobre, 46 900 personnes de plus se sont inscrites à la NPE, soit une augmentation de 2,4%. On compte désormais plus de 2 millions de chômeurs et crise oblige. La situation ne devrait pas s'améliorer dans les 2 prochaines années. Ça va être dur. Je suis sur le terrain toutes les semaines, je vois les plans de licenciement, je vois ce qui se passe dans le secteur de l'automobile. Donc oui, ça va être dur. Face à l'impact de la crise, Nicolas Sarkozy a proposé d'assouplir l'utilisation du chômage partiel, dont le nombre d'heures pourrait passer de 600 à 1000 dans les secteurs les plus en difficulté. Cette mesure s'accompagnerait néanmoins d'une meilleure indemnisation. Depuis quelques semaines, le recours au chômage technique se multiplie, notamment dans l'automobile, signe d'un coup de frein brutal de l'économie. En l'absence de signes de reprise, le taux de chômage devrait passer de 7,2% de la population active en 2008 à 8,2% en 2009 selon l'OCDE. Et si les jeunes et les intérimaires étaient jusqu'à présent les plus touchés, la hausse du chômage devrait maintenant s'étendre à toutes les catégories. La question des sans-abri, François Fillon désavoue sa ministre Christine Boutin alors qu'une 5e personne a été retrouvée morte en région parisienne. Pour le Premier ministre, pas question de forcer les SDF à accepter un hébergement. Sur ce sujet, justement, écoutez cet échange entre la ministre de l'économie Christine Lagarde et le sénateur Louis Mermaz. Qu'attendez-vous pour lancer un plan de lutte contre la misère à hauteur du drame national qui est en train de se nouer? Dites-nous, madame, Monsieur ce que Mermaz, vous ferez, s'il vous plaît. ce qu'il est de votre responsabilité, Monsieur le Président, de faire. Merci. Pour ceux qui se trouvent dans la grande détresse et dans la difficulté, tous nous sommes mobilisés et il faudrait peut-être faire œuvre de solidarité et de comportement collectif pour lutter. Je sais que les collectivités le font, nous le faisons aussi. Je crois que vous n'avez rien compris. Merci, vous avez répondu Madame sans la cœur et ministre. sans intelligence. Un Airbus A320 s'est abîmé en mer au large du Canet en Roussillon. 2 corps ont été repêchés. 7 personnes sont toujours portées disparues. Il n'y a plus d'espoir ce soir de retrouver des survivants. L'appareil appartenait à la compagnie Air New Zealand. Il était loué à une compagnie allemande. L'Airbus était en révision et il effectuait un vol d'essai. Nicolas Sarkozy devant les maires de France. Le chef de l'État a consacré une grande partie de son discours à la crise. Il a passé en revue les sujets qui fâchent, comme le service minimum d'accueil à l'école. On l'écoute. Je comprends parfaitement le sentiment d'injustice que peut avoir un maire traîné devant le tribunal administratif par son préfet parce qu'il a peu de moyens, qu'il a fait son possible et qu'il n'y est pas arrivé. Je suis tout à fait prêt à revoir cela. Ce que je n'accepte pas, et je le dis aux élus de gauche comme de droite, parce que ça peut vous arriver un jour d'être au pouvoir, ce que je n'accepte pas, c'est qu'un élu de la République dise qu'il n'appliquera pas la loi de la République. Personne n'est au-dessus des lois. Personne. Le chef de l'État s'est donc livré à une opération séduction devant les maires de France. Comment ces derniers ont-ils perçu le discours de Nicolas Sarkozy? Reportage Fabrice Cunet. Nous attendons un dialogue responsable de la part de tous vos ministres, y compris celui de l'Éducation nationale, à qui nous demandons... Après les sifflets qui ont accueilli François Fillon hier, Nicolas Sarkozy pouvait s'attendre au pire aujourd'hui. Alors devant les maires de France, le président a tenté une opération séduction. Aucune de vos demandes, je ne les prends à la légère, je vais m'en expliquer devant vous. Fiscalité locale, décentralisation, service minimum, aucun thème n'est oublié dans le discours présidentiel.
Nicolas Sarkozy promet un dialogue, mais ne calme pas toutes les inquiétudes. S'il fait la réforme de la taxe professionnelle telle qu'il a dit, vous allez voir, on va pas rigoler. Avec la question de la taxe professionnelle, celle du transfert de compétences fait débat à l'issue du discours. Moi, ce que je considère, c'est qu'il y a quelques années, un ministre comme Devedjian a dit la décentralisation acte 2, c'est très bien, parce que les manifestations seront devant les communes et les départements, et non plus devant les préfectures et les ministères. C'est ça, c'est le transfert, on va dire, des difficultés au plus bas, c'est-à-dire vers les collectivités locales. Mais il est très habile. Habile Nicolas Sarkozy, car les critiques à la sortie sont rares. Je ne sais pas si on peut être convaincu, en tout cas le discours paraît bon. Maintenant, est-ce qu'il sera suivi des faits? Ces promesses, Nicolas Sarkozy ne les a pas chiffrées en euros, mais en mois. Le président s'en donne 6 de réflexion avec les maires pour trouver des terrains d'entente. 15 à 25 Français seraient encore bloqués dans des hôtels de Bombay. Déclaration de Bernard Kouchner ce soir, 24 heures après des attaques qui ont fait plus de 125 morts. Les services de sécurité indiens ont arrêté 3 extrémistes, dont un ressortissant pakistanais. Le récit de Flora Sauvage. Hôpitaux, restaurants, cinémas, gares et hôtels de luxe, l'ampleur de l'attaque terroriste qui a secoué Bombay hier soir est inédite. Avec cette opération qui implique un haut degré de préparation, les Moudjahidines du Décan qui ont revendiqué cette attaque ont voulu marquer les esprits en s'attaquant notamment à l'hôtel Taj Mahal. On voit bien que l'hôtel Taj est emblématique, je le connais. J'ai fait un séjour à l'époque d'un voyage du président Chirac. C'est un très bel hôtel qui a été créé au début du 19e siècle, du 20e siècle par la famille Tata. Cet hôtel qui est emblématique peut-être... dira-t-on du colonialisme, je ne sais pas. Après New Delhi en septembre et l'État de l'Assam en octobre, c'est au tour de Bombay d'être attaqué. Le rythme des attentats revendiqués par des islamistes s'est amplifié. Il y a maintenant des groupes radicaux qui passent à l'action et qui montent en puissance, puisque le message de Bombay, c'est qu'on n'en est plus à l'étape où on dépose des bombes dans un train de banlieue ou dans un marché, ce qui est un peu le niveau zéro du terrorisme. On est capable de mener des opérations commando. On est étonné de voir qu'il y a une série d'attaques menées par des hommes très jeunes, évidemment coordonnées, par des hommes qui connaissaient les lieux, qui les avaient repérés, qui apparemment venaient d'ailleurs, ce qui implique tout de même une qualité d'organisation tout à fait surprenante. Les auteurs de l'attaque viendraient du Pakistan d'après un haut responsable militaire indien, information démentie par le ministre de la Défense pakistanais. À l'heure actuelle, les otages sont toujours retenus par un groupe d'hommes armés dans l'hôtel de luxe Le Trident en proie à un incendie. L'OPEP pourrait baisser sa production de pétrole pour enrayer la chute du baril, une chute qui remet en cause le développement des énergies vertes. Celles-ci sont, on le sait, coûteuses. Alors le consommateur va-t-il bouder le tout écolo? Élément de réponse avec Anne-Louise Doran. Entre pétrole et énergie renouvelable, le consommateur a l'embarras du choix. Avec un baril à moins de 50 €, le carburant lui est à nouveau accessible, mais ce n'est pas forcément la ruée. Quand le prix est moins élevé, on a tendance à consommer plus. Mais je crois que le choc des prix élevés des 3 dernières années a été tellement forte que les gens ont vraiment changé leurs habitudes. Peut-être pas pour toujours, mais pour un bon temps. Une évolution qui rassure les entreprises d'énergie renouvelable. La baisse conjoncturelle des prix du pétrole n'affectera pas le développement des énergies renouvelables pour 2 raisons. La principale étant que les réserves de pétrole s'épuisent, et que ça c'est une réalité physique, et que on pourrait même dire au contraire que si les cours sont bas, les investissements se feront moins facilement dans l'exploration et le raffinage, et que donc l'épuisement des réserves viendra plus tôt. Seulement le matériel écologique coûte cher. À 8 000 € l'éolienne, à 20 000 € l'installation d'un panneau solaire, les Français ne privilégient pas encore ce mode énergétique. Pour eux, le vent, le soleil, c'est gratuit. Donc ils ne tiennent pas du tout compte qu'il y a un prix du matériel. Quand vous annoncez un devis, bon, les gens ils sont un petit peu interloqués. À ces consommateurs encore frileux, le ministre de l'écologie promet tout un éventail d'installations fiscales. Voilà, et on termine ce journal avec une image, celle du mur rose de l'hôpital d'Ajaccio, une œuvre de Matisse. Le tableau a été rendu aujourd'hui officiellement à son propriétaire par la ministre de la Culture, Christine Albanel. Il avait été volé par les nazis pendant la guerre à son propriétaire juif. L'œuvre était conservée depuis 1951 en France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Bouge la France, présenté par Pierre Sled.
Hébergement obligatoire des sans-abri, François Fillon calme le jeu, mais la polémique est lancée. Question ce soir dans Bouge la France. Pourquoi certains SDF refusent-ils de rejoindre les foyers d'hébergement au risque de mourir de froid? Attention, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Le gouvernement lance une campagne de prévention. Le portable au volant, c'est dangereux. Jean-Louis Borloo sera l'invité de Pierre Sled. Coup de projecteur ce soir sur les vignerons indépendants. Ils tiennent salon à Paris et se plaignent de la mauvaise image du vin et de la baisse de la consommation. Et puis, quand un acteur joue en bourse, invité de Bouge la France, Louis Vell, l'homme de la Demoiselle d'Avignon, nous livrera ses recettes pour triompher en bourse malgré les temps difficiles. Mais tout de suite, la hausse confirmée du chômage, la barre des 2 millions est franchie. Comme chaque soir dans Bouge la France, l'expertise économique de Jean-Louis Gombaud. Bonsoir à tous. On est heureux comme tous les soirs d'accueillir Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors on avait cru comprendre, on avait parlé il y a quelques jours que les chiffres du chômage d'octobre n'allaient pas être terribles. C'était Laurent Wauquiez qui s'était exprimé là-dessus, qui était assez pessimiste. C'est pas qu'ils sont pas terribles, c'est qu'ils sont pas loin d'être catastrophiques. On attendait 40 000, c'est 46 000. Pourquoi cet écart? D'abord, c'est clair que derrière, il y a une dégradation de la conjoncture qui va peut-être plus vite que ne le pensait le gouvernement et un certain nombre d'experts. 46 000, effectivement, en un seul mois, on n'a jamais vu ça depuis 1993, année d'ailleurs, qui était une année également de récession. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis maintenant 6 mois, le chômage ne baisse plus. Il a baissé pendant 3 ans consécutifs. Tous les mois, pratiquement, ça baissait. Depuis 6 mois, ça ne baisse plus. Et depuis 3 mois, ça n'arrête pas d'augmenter. 40 000 en août, 8 000 en septembre, 46 000 donc en octobre. Depuis le printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ralentissement de la conjoncture qui est très net. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà, depuis le début de l'année, premier trimestre, on a vu une forte chute des créations d'emplois. Quand la population active a continué d'augmenter, ceci a évidemment ralenti la baisse du chômage. Ensuite, on a eu une forte baisse des heures supplémentaires qui, au début de l'année, avaient connu un bon succès, puis on recourait de moins en moins aux heures supplémentaires. Puis ensuite, une chute des intérimaires, 55%. Donc là, ça veut bien dire que les entreprises commençaient à s'adapter au ralentissement de l'activité. Puis ensuite, le non-renouvellement des CDD. Et depuis quelques semaines, qu'est-ce qu'on voit? Le développement du chômage partiel, du chômage technique et évidemment, notamment dans un secteur précis qui est l'automobile. Donc on voit que les entreprises font un peu tout ce qu'elles peuvent, si vous voulez, pour retarder l'échéance, mais on ne va pas pouvoir longtemps retarder l'échéance vis-à-vis notamment du chômage partiel. Il y a un moment où on risque d'avoir ce problème de rentrer dans la catégorie directe du chômage. Alors, ça va continuer dans les mois qui vont venir. Jusqu'où? À quel niveau? Personne ne peut dire jusqu'où le chômage peut aller, combien de temps il peut durer. Ce qu'il faut voir, c'est que quand même, on a en un an 4,4% de chômeurs de plus. Alors qu'en un an, on a eu plus 0,5 encore des petites espèces de hockey de croissance de 0,5%. L'année prochaine, on va avoir moins 0,5. Ce que vous voulez dire, qu'est-ce que ça va être? Donc, on peut pas, à partir de là, être particulièrement optimiste. Et puis, on a des statistiques qui sont quand même inquiétantes. Par exemple, le BTP qui a dit l'année prochaine, je vais faire 25 à 30 000 je vais avoir 25 à 30 000 emplois en moins. Depuis le début de l'année, on a déjà 12 500 emplois dans le secteur automobile, tout compris sous-traitants et grands constructeurs. Donc, on a vraiment là des signes d'une dégradation. On ne peut pas savoir jusqu'où ça peut aller, bien sûr. Alors le problème, c'est que le gouvernement s'appuyait sur une chose jusqu'à présent, c'est les chiffres du chômage. Comme il était critiqué, il disait oui, mais regardez, le chômage, c'est quand même une réussite. Là maintenant, il va plus y avoir ça. Non. Sur quels critères économiques il va pouvoir communiquer, ce gouvernement? Alors il va communiquer certainement sur je fais mon possible. Ce qui est sûr, c'est qu'il marche bien vu que les chiffres de popularité de Nicolas Sarkozy remontent. Je dirais que les seuls bons chiffres qu'il a en ce moment, c'est ses sondages. Alors que quand il avait des bons chiffres économiques, il avait plutôt des mauvais sondages au début de son septennat. Non, il part de l'idée d'abord ce qu'il y a dans la tête des gens. Je crois qu'on peut dire, on ne peut pas creuser pour savoir ce qu'il y a dans la tête, mais grosso modo, les gens savent quand même qu'on est là devant une crise interne. Quand vous regardez les chiffres britanniques, quand vous regardez les chiffres espagnols, quand vous regardez les chiffres américains, la remontée du chômage, elle est pratiquement partout. Et l'OCDE, pour l'année prochaine, prévoit 8 millions de chômeurs de plus dans les 36 pays membres de l'OCDE. Donc, il n'y a qu'en Allemagne, d'ailleurs, curieusement, qui semble résister à cette dégradation de l'emploi. Donc, il y a cette conviction que les racines de la crise ne sont pas ici, mais elles sont
ailleurs. Cela dit, est-ce que cette compréhension est une garantie d'une patience des Français face à une situation qui se dégrade? Le gouvernement, face à cela, il a assez peu de marge de manœuvre. On l'a vu il y a à peu près un mois, il a dit j'augmente de 100 000 les contrats aidés. On l'a vu à Valenciennes, il a dit je vais étendre le champ des possibilités d'avoir des contrats de transition professionnelle. Je vais allonger les possibilités de chômage technique. Mais on est là sur quelques milliers de chômeurs, guère plus. Donc la question est de savoir combien de temps la patience des Français par rapport à une dégradation de la situation peut durer. Merci beaucoup Jean-Louis. Je n'ai pas de chiffre de la bourse de New York à vous donner parce que c'est Thanksgiving today. En revanche, la bourse de Paris est montée à 2,56 aujourd'hui. On va en parler dans un instant avec Louis Vell. Mais tout de suite, je reçois Jean-Louis Borloo qui va nous parler de son dernier combat, le téléphone portable au volant. Attention, danger, téléphoner ou conduire, il faut choisir. Le gouvernement lance une campagne de prévention contre le téléphone au volant. Le ministre de l'Énergie et du Développement durable, Jean-Louis Borloo, est l'invité exceptionnel de Bouge la France. Bonsoir Jean-Louis Borloo, exceptionnel, c'est plusieurs fois que vous venez quand même ici. Alors là, il s'agit de cette campagne de prévention routière. La cible, c'est le téléphone portable. Avant d'en parler, on va regarder le clip qui va passer à partir de ce week-end, c'est sur l'ensemble des chaînes. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Sécurité routière, tous responsables. C'est le passage obligé, comme ça, des clips quand même assez forts en images. Oui, parce que voilà, la vie fait qu'on se rend pas toujours compte qu'un geste, finalement, qui est pas en soi, qui fait partie de la vie courante, hein, anodin, un téléphone, ça fait à l'arrivée 350 morts par an, presque, 3500 handicapés définitifs, des vies brisées, des familles brisées pour rien, quoi. Ça, quand ça sonne, et qu'on commence à le prendre, à 130 km à l'heure, ça fait 36 mètres de retard. Une seconde, c'est 36 mètres. Une seconde d'inattention. Donc, on s'est dit, attends, on peut pas... Alors, c'est vrai que c'est interdit déjà, mais ça suffit pas. Si chacun d'entre nous se dit pas... Faut pas le faire, quoi. Allez, c'est ringard, c'est nul, j'arrête, je le fais plus. Ou quelqu'un dans la bagnole dit non, arrête. On a bien pris de réflexe avec la ceinture de sécurité, il faut faire la même chose avec ça. Ouais. Alors c'est vrai que c'est violent, hein, c'est vrai. Mais dans ce clip, il y a tout, quoi. Il y a le deux roues, qui est une grosse victime de ça. Le deux roues, ça peut être le petit vélo, le mot avec le vélo, hein, ça peut être la moto, peu importe, scooter. Mais alors ça va passer là, hein, sur toutes les antennes pendant un mois. Et puis on en refera si nécessaire. La répression c'est bien, mais ça suffit pas. L'oreillette, c'est une solution ou c'est pas la solution idéale? Non, on a un problème. Ça, on est sûr, c'est mortel. Voilà, on oublie. Alors après, il y a les autres distractions. Alors il y a l'oreillette. On fait une étude complémentaire pour vérifier parce que c'est le kit main libre ou l'oreillette. Mais il y a aussi le GPS qui est en train de devenir une espèce de petite télé. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des équipements dans la voiture, faut qu'on regarde que ce soit des équipements trop distractifs. Ouais, mais alors dans ce cas-là, vous allez couper la radio, il va plus falloir parler à son voisin. La radio, c'est pas interactif. C'est une distraction aussi. Non, c'est pas interactif. Alors toutes les études démontrent que vous êtes à la radio, vous êtes parfaitement passif, ça ne modifie en aucun cas votre capacité d'absorption de l'information. Pas plus d'ailleurs que la conversation. Là, le téléphone portable, enfin vous le voyez. Bon, d'abord ça sonne. T'as déjà ça, s'il y a un obstacle, c'est Mais ça nous est tous arrivé de freiner précipitamment avec un téléphone. Ouais, mais je crois, voilà. Donc, c'est ce qu'on dit, quoi. Tout simplement, si on pouvait économiser ces 300-350 morts, c'est quand même pas mal. C'est les jeunes aussi que vous visez à travers cette campagne, parce que l'utilisation du portable en voiture, c'est quand même une population plus jeune, a priori. Non, c'est vraiment généralisé, hein. Tout le monde a un portable.
autant sur les jeunes, on a de vraies actions spécifiques le vendredi soir et le samedi soir. Les jeunes, c'est le week-end meurtrier. Il y a rien à faire, c'est entre minuit et 4 heures du matin. Bon, ça c'est vraiment spécifique jeune, mais pas sur le portable. Non. Je regarde les chiffres de l'année. Il y a eu un très bon mois de septembre sur la diminution des tués. Un mois d'octobre catastrophique. Très mauvais mois d'octobre. Pourquoi, comment vous l'interprétez ça? Plus 16,8 alors qu'on était à moins 23,4 en septembre. Oui. Très difficile, la comptabilisons mois par mois, parce qu'il suffit qu'il y ait un week-end de plus ou un week-end de moins, et les week-ends sont particulièrement là, ça fait une différence de 40% quasiment. Oui, mais je savais pas plus m'expliquer la baisse de 23% du mois d'avant. Ce que je regarde, nous, c'est les tendances lourdes, hein, sur un an ou sur 6 mois. Mais on regarde aussi quand, hein, dans la semaine, plutôt le week-end, à quel endroit, quelle est la part qui est aux infrastructures. Je ne sais pas plus expliquer. Voilà, je vais vous dire la vérité. On sait quels sont les axes sur lesquels on va travailler. Ça, c'est un axe très important. Et les études sur l'oreillette pour savoir l'alcoolisme, et puis les études oreillette et GPS. Ouais, pour savoir si vraiment c'est dangereux ou pas. Ouais, c'est sûr que c'est une distraction, une perte de concentration, mais il y a aussi des cas, la maman, une assoce me disait ce matin, la maman hyper stressée dans un embouteillage complet, qui veut savoir si le gamin est sorti de l'école, est rentré. Vous voyez, je veux dire, est-ce que le stress, c'est aussi une façon de faire baisser le stress. Donc voilà, on s'est donné 6 mois et on y verra clair. Alors, il y a un autre facteur qui va peut-être jouer en ce temps de crise, c'est le baril de pétrole qui est descendu sous les $50. Ça veut dire que les gens, évidemment que l'essence va baisser, qu'elle a déjà baissé, que les gens vont se remettre à rouler. Est-ce que ça, vous le prévoyez? Si vous voulez, je crois pas que d'abord les Français croient une seconde qu'il y aura une baisse très très durable, qu'on est reparti vers le pétrole à 9 €. Ouais. Tout le monde voit bien on l'a quand même vu. Mais il y a un vrai changement de rapport à la voiture, au transport en commun, de toute façon. Je veux dire, tout le monde a compris qu'on était, quoi qu'il arrive, dans un modèle qui devait changer, qui devait évoluer vers des voitures décarbonées, vers les transports en commun, à condition qu'on en offre suffisamment. Non, je pense pas que ça ait une influence directe sur la sécurité. Ou dire de même que les excellents, oui, les très bons chiffres qu'on a depuis 5 ans maintenant sont liés à l'intensité de l'utilisation de la voiture. Je crois pas que c'est de rapport direct. Je pense que il y a des points de tension, il y a des vraies réussites. Il y avait une campagne il y a 3-4 mois qui avait extraordinairement bien marché. Vous savez, c'était la personne qui reste, qui apprend l'accident de son père, son fils, sa femme, là, ceux qui restent. Espèce de truc qui était fort aussi. D'ailleurs, j'ai bien envie de la remettre là en janvier. Parce qu'elle avait bien marché. Ouais. Je fais la liaison avec justement avec l'énergie renouvelable, baisse du pétrole. Donc, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour les investissements dans l'énergie renouvelable? Non, ça permet, ça fait ouf un peu, quoi, parce qu'il y a des gens qui souffraient pendant ce temps-là. Mais ça change rien de la stratégie générale. L'idée selon laquelle on va pouvoir continuer à vivre sur les énergies fossiles, en gros le pétrole, le charbon, sans s'intéressant ni au CO2, ni au fait qu'il y en aura plus de toute façon. C'est-à-dire que vos enfants vivront à un moment de leur vie, les vôtres, sans pétrole. Bon, donc il faut bien qu'on ait des énergies alternatives, et ça nous fera le plus grand bien, parce que ça sera des énergies de proximité. Partout sur la Terre, vous avez qui du soleil, qui du vent, qui du sous-sol, de la géothermie, de la puissance marine. Partout, il y a de l'énergie. Mais comme c'était pas cher, facile, le pétrole, on se dit, il suffit, allez, on va l'acheter là-bas, là, puis on va le faire venir, et puis on va faire toute notre économie là-dessus. Et du coup, on a éloigné la production de la consommation. Donc, il faut qu'on revienne à des énergies de proximité et renouvelables. Cette crise, est-ce qu'elle menace les objectifs du Grenelle de l'environnement? Au contraire, elle amplifie considérablement cette absolue nécessité. Vous savez, moi, je suis absolument convaincu que la crise financière est un enfant de la crise économique, énergétique et écologique. Je pense que voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On dit puisque le pétrole est pas cher, on va les faire produire. Il y a un certain nombre de produits qu'on va les faire là très très loin, mais ça pose aucun problème. On peut les amener. Et donc on crée à la fois des rentes de situation chez ceux qui ont le pétrole, enfin l'énergie, rente financière absolument massive. Nous, on a continué à consommer parce qu'ils nous ont exporté des produits pas chers.
On s'est endetté, on a eu un déficit des ménages, des banques et maintenant des États. Donc le monde entier est en train de se battre sur les économies d'énergie. Les Chinois le font, les Américains. Vous avez vu les déclarations du président Obama en disant la seule stratégie pour la compétitivité américaine aujourd'hui, c'est les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Oui. Bon, voilà. Vous avez effectivement un président américain qui, c'est la première fois, fait de l'économie verte vraiment une stratégie, taxe carbone, etc. Vous avez dû savourer ces discours, je pense. Ça va changer quoi au niveau de l'équilibre mondial? Ça fait un allié de poids en plus, mais sur le terrain, on pense que les États-Unis vont ratifier le protocole de Kyoto. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? D'abord, on n'en est plus tout à fait au protocole de Kyoto. Enfin, je veux dire. Oui, sauf qu'il n'avait pas toujours pas ratifié. Il n'avait pas ratifié. Vous avez raison. Le Congrès américain n'avait pas ratifié. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la génération d'après. On se réunit là à Poznan dans 15 jours, 3 semaines, tous les pays du monde. Ça va pas être un peu morose dans ce contexte actuel? Non, pourquoi? Non. Parce que justement, tout le monde a des préoccupations qui sont très économiques et les pays. Je prends l'exemple de l'Espagne qui a menacé de mettre un frein justement sur ses investissements en économie durable. Mais l'économie durable, c'est quoi? C'est avoir le même progrès en dépensant moins d'argent. C'est ça. Donc, si l'Espagne pense plus c'est difficile, plus les temps sont difficiles, plus vous avez intérêt à investir dans les produits compétitifs. L'idée selon laquelle on pourrait avoir un développement industriel, avoir des usines qui polluent, qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup de charbon, beaucoup de pétrole, et c'est plus intelligent qu'avoir les mêmes usines qui ont de bonnes turbines, qui sont plus performantes, qui utilisent moins d'énergie. Bien sûr, mais qui va gagner la bataille des voitures, par exemple? Le gouvernement espagnol menace justement de réduire ses mesures d'incitation dans l'énergie solaire, par exemple. Mais attendez, après, chaque pays a sa spécificité. Il se trouve que l'Espagne avait choisi le photovoltaïque, qui est une énergie qui n'est pas encore tout à fait à maturité, sur les bâtiments, en fondant le développement espagnol sur l'immobilier. Il se trouve que l'immobilier, ça s'arrête. Voilà. Surtout en Espagne. Ça s'arrête. Non, je parle de l'Espagne. Hein. Donc, vous avez le cumul des deux là. Mais je n'ai pas entendu que l'Espagne ait envie de tourner le dos au développement durable. Enfin, ou alors on serait. Au contraire, c'est un des pays qui a eu le plus de mal, qui pendant toute la période post-Kyoto a augmenté en réalité ses émissions de CO2 et qui néanmoins soutient le paquet climat-énergie européen. Dit on y va, moins 20%. Dans le budget que vous défendez au Sénat, est-ce que vous allez continuer à garder le cap sur les mesures justement concrètes? Oui, mais non seulement on va le garder, mais en plus on n'a aucune difficulté à le garder. Je veux dire, même si tout le monde fait des efforts, on vous demande pas d'en faire aussi? On a tous les moyens qu'on a demandé, tous. Et ça s'est fait sans aucune difficulté, aucune. Je donne un exemple. Vous voulez isoler votre appartement, votre maison. Non seulement vous allez avoir un crédit d'impôt, une déduction fiscale, 40% de l'État, mais en plus, un prêt à taux zéro, 8, 10 ou 15 ans, c'est l'État qui paiera les intérêts. Pour que vous isoliez, pour que vous réduisiez votre facture d'électricité. Et nous, ça fait des filières professionnelles, ça fait de l'emploi. Donc on est sur des effets de levier extrêmement puissants. L'État mais vous vous rendez compte, en termes d'activité, ça représente. Donc vous êtes gagnant, l'État est gagnant, l'activité est gagnant, l'artisan est gagnant, l'entreprise du bâtiment est gagnant, tout le monde est gagnant. Ça réduit les factures de tout le monde. On développe des nouvelles technologies sur lesquelles on est très performant, la France. Parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que en matière d'économie d'énergie ou d'énergie intelligente ou de gestion à distance des énergies, on est les meilleurs au monde. Faut juste simplement, c'était pas une stratégie. On est leader. Les énergéticiens français, on en a 2 dans les 5 premiers du monde. Tout le monde est d'accord dans le monde pour dire il faut développer le ferroviaire. On est leader. Pas faire les tramways. On est leader. Voilà. Je trouve qu'on développe quand même un petit peu raison du nucléaire. On est leader. Les marées motrices, on avait fait les premières. L'hydroélectricité, c'est nous qui avons inventé les barrages. Non, mais je veux dire. Donc la France, qui avait inventé au 19e un certain nombre de technologies de ce genre,
qu'on avait un peu levé le pied à cause du pétrole pas cher. Éternel, croyait-on. Il ne l'est pas, éternel. Maintenant, on va chercher du sable bitumineux dans l'Alberta. Enfin, voilà, bon. Bref. Donc, de toute façon, on va changer de modèle. Donc, c'est bien en plus pour notre industrie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. Et on suit donc cette campagne de prévention routière à partir de dimanche prochain sur les écrans de télé. Plus de téléphone portable en voiture. Merci beaucoup. Je reçois maintenant Louis Vell, le comédien, mais qui ne va pas nous parler de cinéma ou de théâtre, mais de bourse, car c'est un spécialiste. Quand un acteur célèbre se reconvertit dans les placements financiers avec succès, il nous livre ses recettes pour triompher en bourse malgré les temps difficiles. Invité de Pierre Sled, le comédien Louis Vell. Rappelez-vous, c'était le temps de l'ORTF et d'un célèbre feuilleton, La Demoiselle d'Avignon. Nice cup of tea, Miss Carole. Merci, Napoléon. Nice cup of tea, Horatio. No, 39, Miss Carole. Nice cup of tea, madame. Vous êtes susceptible, orgueilleux, entêté. Moi? Ah, c'est bien simple, je suis impossible. Demandez à ma maman. Ma pauvre maman. J'ai les idées fixes, je fouille, je grogne, je parle tout seul, je réponds pas, je suis sauvage, distrait, bourru, bizarre. Et je me salis, n'est-ce pas, Napoléon? Nice cup of tea, monsieur. Voilà, bonsoir Louis Vell. On est heureux de vous accueillir. La Demoiselle d'Avignon, années 72, il y a le coffret, on va les montrer à la fin parce qu'il y en a d'autres. Entre-temps, il y a eu Triompher en bourse malgré les temps difficiles. Ça, c'était en 87, donc c'était après. Il y a eu des moments très difficiles en 87. Alors, bon, comme on en vit en ce moment, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Parce que vous êtes acteur, mais aussi, je veux pas dire boursicoteur, parce que c'est au-delà de ça, puisque vous gérez une partie des fonds, des investissements de la SACD, la Société des auteurs. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Eh bien, il y avait un conseil quand je suis entré. Le président Valmy m'a introduit dans ce conseil avec des gens illustres. Il y avait Jacques Brunet, Wilfried Baumgartner, il y avait François de Flers, qui était le fils de Flers, qui a écrit La Bivère, Les Vignes du Seigneur, etc. Mais ces gens se réunissaient une fois par an. Moi, j'étais jeune, ça remonte à loin, et je trouvais que c'était pas comme ça qu'on pouvait gérer. Et puis, ils se sont éteints les uns après les autres. Il restait plus que François de Flers, qui a dit, écoutez, ce jeune garçon que vous avez amené, il me paraît intéressant, les propositions qu'il avance. C'est des propositions d'investissement, de placement? De placement, particulièrement les actions. D'accord. Parce que le placement de la rente, tout ça, c'est plus difficile. Les obligations, si vous voulez. À mon avis, c'est plus difficile à gérer en fin de compte que les actions. Je trouve que les actions. C'est quel volume? C'est quel volume on a? À l'heure actuelle? Oui, dans ces années-là, on est maintenant à combien? À l'heure actuelle, je sais pas, 27, 28 millions d'euros. Ah oui, tout de même. Ah oui. Ah, faut pas se tromper alors. Non, faut pas se tromper, surtout en ce moment, on a pris les dispositions qu'il fallait, enfin que nous pensions les meilleures. Ouais. Donc, au début, j'étais le seul maître à bord, si vous voulez, à cette époque-là. C'est-à-dire de 85 à 90, 91, et à ce moment-là, on a décidé de créer un fonds commun de placement, sans faire appel, bien sûr, à l'épargne publique, et sans que jamais l'argent en instance de répartition à la SACD ne soit... Oui, parce que c'est l'argent qui tombe, qu'on répartit aux auteurs, aux compositeurs, etc. C'est ça. Et il y a du surplus, et c'est ça que vous gérez. Non, c'est pas exactement ça. C'est le patrimoine. C'est-à-dire qu'au cours des siècles, puisque nous sommes de 1773 que Beaumarchais a fondé cette compagnie, il y a eu au cours des siècles, on peut dire, des auteurs qui, en fin de vie ou au cours de leur vie d'ailleurs, laissaient à disposition de la Société des auteurs. C'est trésor de guerre en fait. Oui, oui, vous pouvez le dire ça parce que ça nous a servi à acheter des immeubles sans que ça déséquilibre, si vous voulez, les finances, le compte d'exploitation. C'était à part. Donc ça a servi à ça depuis que j'y étais. C'est-à-dire, on a dû acheter 2 grands immeubles pour la Société des auteurs. Hein. C'est pas pour faire des placements, c'est vraiment pour nos bureaux et l'extension de la société. On a acheté 2 fois des grands immeubles. Bon, ça c'est vous qui conseillez ça, et aussi en bourse. En bourse, oui, mais maintenant nous sommes cantonnés chez GPK Finance, qui est à la Banque Transatlantique, et il y a quelqu'un qui est responsable. Si vous voulez,
il y a l'AMF, il y a une lettre qui est échangée, si vous voulez, disant de la part de la société d'auteurs que ce qu'elle souhaite comme manière de travailler pour les placements, que ça doit être bon père de famille. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Les options habituelles, risquées, pas risquées. C'est-à-dire que je garde les mêmes fonctions, si vous voulez, mais je n'ai plus l'entière responsabilité. Mais enfin, ça se passe exactement comme avant. Alors, je reviens à 87, vous écrivez « Triompher en bourse malgré les temps difficiles ». Évidemment, ça ressemble un petit peu à la période que nous vivons. À l'époque, qu'est-ce que vous conseillez ? À l'époque, je vais vous dire, ça s'est passé en direct. Il y avait deux journalistes qui étaient Alain Veller et Delataille, qui avaient décroché, si je puis dire, pour le samedi matin en direct, une chose qui s'appelait le Club de l'Enjeu. Et c'était la première. Et pour la première, ils souhaitaient avoir un visage qui dise quelque chose au public, puisqu'il y avait là des gens éminents, mais dont le public ne connaissait pas les traits. Et on leur avait dit, ils avaient su que Louis Vels aussi s'occupait d'investir en bourse. Ils m'avaient demandé de venir. Et au moment, à la fin, ils disent cerise sur le gâteau, Louis Vels connaissait Mademoiselle d'Avignon, etc. On va lui demander ce qu'il faut acheter parce qu'il boursicote. Non, 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 non. Je n'ai jamais boursicoté. J'investis. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter? Je lui dis, mais acheter en ce moment, mais il faut être fou. Mais moi, j'ai vendu au début de la semaine, alors j'aurais dit, je sais plus à l'époque, 20 ou 30 millions de francs, pas des euros. Parce que, alors j'ai fait une petite analyse rapide de la situation et très convaincu, etc. Et ça, c'était le samedi matin. Et le lundi, c'est New York qui chavire. Alors ça m'a valu une espèce de notoriété, si vous voulez, donc j'ai fait des... On vous a pris pour un génie de la bourse. Oui, je sais pas, mais on m'a demandé, en tout cas moi j'aurais jamais songé à écrire un livre, mais on m'a demandé d'écrire un livre, parce qu'on me dit quand vous en parlez, ça devient clair, on comprend les choses. Alors je me servais de paraboles pour bien expliquer, pour simplifier l'idée de ce qu'est la bourse, la rencontre entre des gens. Alors, ce qui se passe en ce moment, vous avez vu, comme moi, la bourse qui est montée il y a quelques mois jusqu'à 6200 ou pas loin, qui est aujourd'hui descendue sous les 3000 points, qui est remontée là cette semaine avec une semaine de folie, 10%, plus de 10% lundi, 2,56 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous conseillez en ce moment? La prudence, de toute façon. Mais j'ai commencé à retremper mes orteils dans le grand bain, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire, j'entends par là modestement, c'est ça, vous repérer des valeurs bien sûr, mais on est prêt déjà depuis longtemps, on attend le moment. Et je dois dire, quand j'ai vu la semaine dernière un journal, un hebdomadaire que je lis constamment, et qui avait en gros danger, je me dis, je crois que c'est le moment d'arriver. C'est la première fois qu'ils affichent danger. Avant, ils disaient confiance, ils disaient prudence. Mais là, danger. Je me suis dit, c'est qu'ils sentent qu'on a sans doute touché le fond. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, mais je me dis, c'est le moment. Vraiment. Alors, j'ai commencé, là, à tremper, comme je vous dis. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme valeur? Sur quoi on peut aller? Sur des valeurs dont les fondamentaux me paraissent solides, qui ont de la visibilité, qui n'ont pas d'endettement. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, Air Liquide, Michelin, moi je parle de choses que j'ai achetées. Je suis retourné pour la première fois sur les financières. Moi j'étais sorti complètement de tout financier, assureur et tout ça, ce qui était bien, et j'ai commencé à retremper mes oreilles. Non, mes orteils. Parce que c'est vrai que les financières c'était pas terrible jusqu'à présent. Non, et je crois qu'on a vu, je parle des Françaises, on a vu le plus dur. Alors je suis allé sur le Crédit Agricole parce que c'est une banque de réseau. Ils n'ont pas de problème, ils ont l'argent qui arrive par les clients, ça m'a paru tout à fait raisonnable. J'ai acheté même du Michelin, à 30, ça me paraissait quand même, qui vient de 90, qui a fait des chutes, etc. J'en ai acheté et dans la tout ça pour la Société des auteurs. Pour moi d'abord, et puis pour la Société des auteurs, mais ça sera l'objet de conseils, quoi, en gros. Je profite de mes conseils pour notre prochaine réunion, parce que nos réunions sont prévues régulières. Donc je ferai les propositions que vous venez d'entendre sur aussi d'autres valeurs, par exemple le retour sur les pétrolières. Je crois beaucoup. Même si le pétrole est bien descendu, vous pensez qu'il Non, il faut qu'ils en cherchent, il faut qu'ils en trouvent. Ouais. Et ça va remonter, mais pas remonter dans les mêmes proportions. C'était complètement aberrant d'être arrivé au-delà à 150 ou quelque chose comme ça. Et d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez de la bourse? Vous dites, on a peut-être touché le fond. Là, c'est vrai qu'on est un peu remonté. Ça veut dire que là, maintenant, on va rester de toute façon au-dessus du cap des 3000 points, ou ça peut vraiment rechuter? S'il y avait un incident grave, je pense que ça pourrait rechuter. C'est quoi un incident grave?
un incident politique d'envergure qui sont difficiles à prévoir, je veux dire. Non pas une chose dans l'économie, mais une chose en dehors de l'économie, mais qui peut avoir des conséquences redoutables, des choses comme ça, oui. C'est possible. Ou des actes terroristes, on en vit en ce moment à Bombay. Absolument, des choses comme ça peuvent... Sinon, je pensais que la semaine serait bonne, elle a été bonne, il reste plus que la journée de demain, mais je ne crois pas qu'il puisse y avoir une chute, étant donné que Wall Street donc n'était pas ouvert aujourd'hui. Demain, ils ont une demi-séance, donc ça m'étonnerait. Mais à partir de lundi, que vont faire les gens? Et ça, je ne le sais pas. Je parle des investisseurs en France. La confiance, elle est comme ci, comme ça. Est-ce qu'ils vont pas se dire, on a quand même gagné, disons, 10% dans la semaine? Est-ce que ça ne serait pas bien, peut-être, de revendre? Et par exemple, je vois des valeurs solides comme Essilor. Eh bien, aujourd'hui, où tout montait, c'est un fléchissement moins 0,74. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'écarter des valeurs sûres pour essayer d'agripper les valeurs qui ont beaucoup baissé et qui ont des capacités de remonter. Et elles sont nombreuses. On resterait des heures à vous écouter. Votre femme Frédérique Hébrard, qui est écrivaine, elle a jamais pensé à faire un scénario avec vous sur cette dualité, le cinéma, le fait d'être comédien et au talent de pourquoi le faire? J'ai l'impression qu'on vit un feuilleton depuis le jour où on s'est rencontrés. Ça va faire 60 ans cette année. C'est un feuilleton que nous avons vécu avec ce que ça comporte. Entre autres, la demoiselle d'Avignon, oui, et puis je vois que vous avez aussi. Ah oui, alors j'ai tout. Marie de l'ambassadeur. Oui, et puis le dernier sorti. Et le Grand Bâtre, bien sûr. Je ne parle là, je montre là que les Françaises, parce que on va sortir des Américains, tout ça. On vient de signer avec la CBS une chose qui va sortir, c'est La Belle et la Bête, la version américaine, c'est pas du tout le film de Cocteau, qu'on va sortir ces jours-ci à Koba Vidéo, qui est notre maison d'édition, en marge de la maison de production. Voilà, vous pouvez trouver tous ces chefs-d'œuvre et de ces s'il y en a eu. Merci beaucoup, Louis-Vel, et merci de ces conseils. On a pris des notes. Et dès demain, on va tenter notre chance. Merci bien. Merci à vous. On va maintenant parler de la polémique du jour sur les sans domicile fixe. Est-ce qu'il faut les héberger de force ou pas? Faut-il obliger les sans-abri à rejoindre les foyers d'hébergement quand les températures deviennent hivernales? La proposition de Christine Boutin a lancé la polémique. François Fillon apporte un bémol, mais le débat reste vif. Question ce soir, les autorités ont-elles le devoir de sauver les SDF malgré eux? Débat avec Nicole Maestracci, présidente de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, Christophe Louis, président du collectif Les Morts de la Rue, et Dominique Braille, sénateur UMP des Yvelines. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir. Alors c'est la polémique du jour, c'est vrai, ça vient aussi du fait que Nicolas Sarkozy avait fait une promesse électorale, c'était exactement le 18 décembre 2006, donc c'est quasiment il y a 2 ans, en disant qu'il n'y aurait plus de sans-abri dans les rues, qui dormiraient dans les rues, et forcément qui mourraient dans les rues. Près de 2 ans plus tard, aujourd'hui, Martin Hirsch dit exactement aujourd'hui, on va passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi, qu'on est en vitesse de croisière pendant ces 2 ans? Allez-y, Dominique Braille. Oui, de toute façon, je crois qu'il faut manifestement faire tout ce qu'il faut pour éviter les drames que l'on a connus effectivement ces derniers jours et ces dernières semaines. Et même aujourd'hui encore. Et même aujourd'hui encore. Donc il faut tout faire. Bon, le problème, c'est de savoir ce qu'il faut faire, etc. Je crois que le gouvernement s'est beaucoup mobilisé à travers la multiplication des places d'urgence. Bon, mais la multiplication du nombre de places n'est pas forcément, je veux dire, le seul remède au problème que l'on entend, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de sans-abri ne souhaitent pas rejoindre les centres d'hébergement. Alors ça, chaque fois qu'on les questionne. C'est peut-être justement ce que les Français, l'opinion publique a du mal à comprendre, justement. Comment c'est possible? Est-ce que c'est un problème d'argent? Pourquoi les gens qui n'ont pas de logis ne refusent parfois ceux qu'on leur propose? C'est de nous expliquer, de déchiffrer ça. D'abord, la première chose, c'est que quand on parle des SDF, c'est pas une population homogène. Parmi les SDF, on a des très jeunes. Aujourd'hui, on a de plus en plus, des 18-25 ans et même des mineurs parfois. On a des familles, des femmes avec enfants. On a des étrangers, parfois en situation irrégulière, ou alors des Européens, des pays nouvellement adhérents à l'Union européenne, qui viennent
viennent chercher du boulot en France et qui n'ont pas forcément de quoi se loger. On a des gens qui sont des malades, malades somatiques ou malades psychiatriques. On a des situations très différentes qui exigent des réponses très différentes. Donc on ne peut pas traiter cette question comme une question homogène. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut regarder ce qu'on a aujourd'hui comme centre d'hébergement. On a des centres d'hébergement et de réinsertion sociale avec des chambres individuelles, avec un suivi dans la durée. Et puis on a de l'hébergement d'urgence encore, et particulièrement dans la région parisienne, avec de l'hébergement collectif, des dortoirs, c'est-à-dire pas d'intimité. Et pas d'intimité, certains disent aussi pas de sécurité parfois. Eh bien, pas de sécurité, pas d'intimité. Quand on n'a pas d'intimité, on n'a pas de sécurité par définition. Et il faut des lieux où on puisse fermer sa porte, avoir un endroit où se poser, et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut faire des projets. Si vous voulez, c'est bien que le gouvernement dise qu'il va le faire des choses aujourd'hui, mais on a beaucoup travaillé pendant ces 2 dernières années en particulier. On a organisé une conférence de consensus avec toutes les associations. On a entendu tous les experts européens sur ces questions. On a dégagé des propositions de politique publique. À la suite de cela, le Premier ministre a a demandé à Étienne Pinte, député de la majorité, de faire un rapport qu'il a fait, il a beaucoup écouté les associations. Toutes les associations unies pour une fois ont fait des propositions et on a l'impression et le Premier ministre nous a dit c'est un chantier prioritaire et on a l'impression il a totalement. C'est pas qu'il nous écoute pas parce qu'on nous a dit qu'on avait raison, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on nous écoute, mais on nous a dit qu'on avait raison. Oui. Mais néanmoins, on a l'impression qu'ils n'ont pas pris la mesure de la crise, qui n'est pas seulement la crise de l'hébergement, qui est la crise de l'hébergement et du logement. Et lorsque vous disiez multiplier les places d'urgence, cela ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on a compris lors de toutes les dernières crises et de la conférence de consensus que on avait un système de porte tournante, c'est-à-dire que les gens rentraient dans le dispositif d'urgence, ils en sortaient, ils rentraient à nouveau, ils appelaient le 115 et ils étaient de plus en plus cassés. Pour revenir à la polémique d'aujourd'hui, qui est la proposition, c'était juste une proposition au départ de Christine Boutin de dire on va forcer, quand il fait moins de 6 degrés, les gens qui sont dans la rue à être hébergés. Alors c'est vrai franchement je me mets à la place des Français parce que je sais que beaucoup n'ont pas compris pourquoi ça provoquait un tel tollé. On essaie de... La première réaction, c'est de dire on essaie de les protéger. Pourquoi c'est un retour en arrière? Parce que c'est ce qu'on a entendu. Ah oui, c'est un total retour en arrière. Expliquez-nous pourquoi. Primo, déjà, nous n'avons pas ou très peu de personnes qui meurent de froid. Actuellement en France, il y en a quand même tous les jours. Non, ils ne meurent pas de froid. Attention, il y en a un qui est mort de monoxyde de carbone. Il y en a un, celui d'aujourd'hui, on ne sait pas encore. Chaque année, nous dénombrons, le collectif Les Morts de la Rue, 265 décès pour 2008, à l'heure actuelle. Et dans les 265, c'est aussi bien en hiver qu'en été qu'au printemps. Donc, la problématique, elle n'est pas là. Elle est sur les conditions de vie de ces personnes-là qui, au bout d'un certain temps, eh bien, le corps, etc., ne suit plus. Et donc, c'est là, il y a une usure et tout. Mais pourquoi? Parce que les personnes ne veulent pas aller en centre d'hébergement d'urgence, parce que, comme le disait Nicole tout à l'heure, l'intimité, etc., et ce qu'ils veulent voir, c'est autre chose. Donc, quand on propose des gymnases, eh ben, ça ne correspond pas. Et ce qu'on propose, ce qu'on demande, nous, c'est du logement et de l'hébergement adapté, et surtout de l'accompagnement. Alors, quand Madame Boutin propose de travailler par contrainte, le risque derrière ça, c'est que les gens ne voudront pas aller dans les gymnases, bien évidemment, et d'autre part, ils vont aller dans ces cas-là, dans des endroits encore plus inaccessibles. Il n'y a pas que des images non plus, j'imagine. Alors, attendez, excusez-moi, mais quand sur l'hébergement d'urgence, quand on met en période hivernale, c'est-à-dire que actuellement sur Paris, par exemple, on a ouvert 120 places en gymnase, 120 places supplémentaires. Ce sont des gymnases avec 50 lits de camp qui permettent d'accueillir des gens qui sont à la rue ou même des gens qui sont au bois de Vincennes. Je veux dire, eux, ils préfèrent rester dans leur cabanon. Ils ont une dynamique de survie qui leur permet de résister. Par contre, partir dans ces gymnases-là, pour rentrer à 8 heures du soir et ressortir à 8 heures du matin avec aucune proposition, ça veut dire quoi? Derrière, je veux dire, on ferme les gymnases, on va refermer ces gymnases-là parce qu'il va y avoir un radoucissement et on remet les gens à la rue. C'est quoi? Quel est l'intérêt de cette contrainte? Donc Dominique Braille, parce que j'en reviens, ça c'est le côté justement qui incombe aux lois. On dit c'est pas un problème financier. Bon, c'est vrai que c'est pas un problème seulement financier, mais quand même un petit peu aussi si on écoute ça. C'est parce qu'à la place des gymnases, si on
on avait des chambres individuelles, c'est quand même de l'argent. De toute façon, c'est pas aujourd'hui effectivement qu'on découvrira que l'argent est le nerf de la guerre. C'est d'abord un problème financier, un problème de moyens, et comme l'a dit Madame Maestrechi, c'est de toute façon humaniser justement les centres en question et je veux dire les rendre décents et manifestement adaptés au public au pluriel naturellement qui est chargé de recevoir. Il faut absolument le faire. Alors il y a quand même un progrès qui a été fait. Étienne Pinte propose naturellement, alors que ce soit pas des logements individuels, mais que ce soit des logements de 4 ou 5, etc. Et de par la difficulté et la diversité de ces publics, comme on vient de le dire, la promiscuité est très mal vécue souvent par ces publics-là. Donc il faut les humaniser dans la mesure du possible, faire en sorte qu'ils aient une véritable intimité. N'oubliez pas non plus qu'il y a des gens qui sont en couple, par exemple. Quand on propose à un homme et une femme, un d'aller dans un centre d'hébergement pour hommes et l'autre pour femmes, vous imaginez qu'ils préfèrent rester ensemble, effectivement, à un endroit où ils sont. Donc il faut prendre la réalité, je veux dire, des situations pour apporter, je veux dire, les réponses adéquates. Alors le fait de savoir si on doit l'aider, moi, personnellement, je ne reprocherai pas à Christine Boutin ce qu'elle a dit, parce que tout simplement, je crois que c'était bien de lancer le débat. D'un côté, vous l'avez dit, les Français disent, mais comment se fait-il, des gens qui sont à moins 6 degrés, dont on quelquefois qui n'ont pas la capacité de réagir, pour certains qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques à la Madame Maestrechi, peut-être que là, on pourrait aussi accuser les gens qui croisent ces personnes, alors qu'elles n'ont pas tous les moyens de résister et d'analyser la situation, de ne pas les emmener effectivement dans les endroits. La liberté de mourir. Il n'empêche que là, il y a aussi une liberté, je veux dire à respecter, et que de toute façon tout cela doit passer d'abord par la conviction, par la mise en place des moyens adaptés, je veux dire, aux différentes situations. Je crois que c'est comme ceci, effectivement, qu'il faut le voir. Il y a des associations qui sont là. Il faut vraiment aller à la rencontre. Alors, dans tous les domaines, je veux dire, du logement, des personnes un petit peu défavorisées, quelles qu'elles soient, on sait que l'accompagnement social est quelque chose de primordial. Je veux dire, des centres d'hébergement, mais dans les CHRS, je veux dire, de la même façon, dans les logements passerelles de la même façon, et même quelquefois, quand les personnes ont fait ces différentes étapes et qu'elles arrivent dans le logement social, il faut encore, avant de les lâcher complètement, effectivement, les accompagner. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parmi ceux qui sont dans la rue, il y a des gens qui sont sans papier également, mais alors j'ai l'impression que ceux-là, que ce soit dans un gymnase ou même en chambre individuelle, ils voudront jamais aller nulle part, parce que effectivement, c'est la menace pour eux de se faire reconduire aux frontières. C'est variable parmi les personnes sans papier. On a des gens qui ont fait une demande à l'OFPRA, qui essaient d'obtenir un statut de réfugié. On a des déboutés du droit d'asile, mais on a aussi toute une catégorie de personnes qui sont ni expulsables ni régularisables, par exemple. Et puis on a des personnes dont on a vu récemment qui travaillaient même dans des restaurants très bien fréquentés et qui ont été régularisés parce que ils ont mené un certain nombre d'actions. Donc on a des situations extrêmement différentes. On a des familles avec des enfants, on ne peut pas expulser les enfants. Donc toutes ces situations-là, il faut trouver des solutions. Mais si on veut expliquer un peu ce qui se passe aux Français, évidemment, qui ne comprennent pas toujours que les gens préfèrent rester dans la rue plutôt que d'aller dans des centres d'hébergement. Ce que nous proposions dans la conférence de consensus et toutes les associations, c'est pas la question n'est pas seulement une mise à l'abri. C'est-à-dire que les mises à l'abri toutes seules, ça ne sert à rien. Par exemple, dans l'histoire du bois de Vincennes, mais on peut parler du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, du parc de Versailles, il y en a absolument partout, il y en a au bord du périphérique. Il ne faut pas confondre la contrainte et s'occuper des gens. C'est-à-dire, bien sûr, il faut s'occuper des gens. Et ça, c'est plus des drames de l'isolement que des drames de non mise à l'abri. Donc, s'occuper des gens, ça veut dire aller au-devant d'eux, mais pas seulement pour leur demander s'ils ont faim ou froid. De par leur diversité, justement, comme vous dites, c'est pas facile de trouver des gens qui sont capables de s'occuper de tous ces gens-là, puisqu'ils ne sont pas pareils. Le travail social, on va pas le réinventer tous les jours. C'est ça le travail social. Lorsqu'on a eu tous les tentes du canal Saint-Martin qu'avaient posé les enfants de Don Quichotte, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, la FNARS et d'autres associations, mais la FNARS, on est une fédération, donc on fédère beaucoup d'associations. On a recruté dans les différentes associations 200 travailleurs sociaux dans l'après-midi, et on leur a fait faire un diagnostic de chaque situation. Et ensuite, on a suivi les gens. C'est pas la première solution qui a marché en général. Parfois, c'est la deuxième, la troisième, et tout le monde n'a pas encore de solution. C'est réellement l'accompagnement qui compte. Ceux du bois de Vincennes, ils sont pas en danger. Là, on a eu
un cas malheureux qui est mort dans sa maison, mais qu'il avait aménagé. Et quand on voit la capacité d'aménagement, d'autonomie de ces personnes-là, il est évident qu'on ne peut pas leur proposer un hébergement d'urgence. Ces gens-là se sont installés, que ce soit dans leur tente ou dans leur cabanon, et donc il faut leur offrir quelque chose d'adapté. Et surtout les écouter. La grande richesse du canal Saint-Martin, c'est qu'il y a eu une grande part d'écoute des travailleurs sociaux qui venaient de partout, qui ont fait un diagnostic et qui ont pris le temps d'écouter les personnes, leurs revendications et ce qu'ils souhaitaient. Et les orientations ont été faites dans ce sens-là. Et là, si on veut vraiment sortir les personnes de la rue, eh ben, il faut nous aider, nous, les associations, à faire un accompagnement sérieux. Alors quand derrière on nous dit, on va faire de la contrainte, mais là on casse toute la chaîne et tout ce qui a été déjà entrepris, parce que les gens vont avoir peur, parce qu'ils vont voir des travailleurs sociaux en se disant mais vers quoi ils vont m'emmener? Oui, ils vont me dénoncer. Nous, la difficulté que nous avons, nous les travailleurs sociaux derrière, c'est que nous n'avons pas d'offres à proposer à l'heure actuelle. Si ce n'est de l'urgence. Ce que ne veulent pas les gens, par contre, si on est capable de monter des petites structures adaptées et permettre aux gens la stabilisation ou des CHRS, après il faut voir en fonction des personnes, où les personnes vont pouvoir se poser et rester un certain temps, on se rend compte qu'au bout de 6, 8 mois, 10 mois, les personnes se remobilisent et reprennent un rythme d'activité, un rythme de vie et vont vers l'autonomie. Dominique Braille, Christine Boutin a quand même lancé que le Sénat n'avait pas suivi, elle n'avait pas aidé pour l'humanisation des centres en ne votant pas l'amendement gouvernemental. C'est vrai? Je vous remercie effectivement de mettre ça et de mettre ça haut, parce que je n'en aurais pas parlé spontanément. Je veux dire, ce qu'a proposé, le problème c'est qu'il faut savoir ce que proposait effectivement l'amendement en question. Et je renvoie naturellement tout ça au débat parlementaire. Madame Boutin a proposé tout simplement de transférer la compétence, je veux dire, de l'hébergement d'urgence de l'État à l'Agence nationale de l'habitat. L'Agence de l'habitat qui a déjà des missions excessivement importantes, notamment dans le domaine de l'habitat privé des personnes les plus modestes. Le Sénat a dit, naturellement, et tous les débats le prouvent, qu'il était très attaché à l'humanisation des centres d'hébergement. Mais que l'humanisation des centres d'hébergement passait par la mise à disposition des crédits nécessaires à cette immunisation et que ce ne soit pas pris sur le budget de l'ANA. Donc il y a eu toute une discussion qui a été faite à ce moment-là, et d'ailleurs tout le monde, tous ceux qui sont intéressés l'ont bien vu. Le Sénat a prouvé l'attachement qu'il avait à l'humanisation en obligeant la ministre à lui dire d'où venaient, s'il y avait vraiment les crédits nécessaires à faire cette innovation, comme l'avait fait d'ailleurs le gouvernement en 2005, quand il avait demandé à l'ANA, je veux dire, de mettre en sécurisation les centres d'hébergement. À l'époque, il y avait eu une enveloppe de 45 millions d'euros qui avait été mise à disposition, il n'y avait pas de problème. Nous avons demandé ça à la ministre. Elle avait mis, si j'ose dire, le chariot un peu avant les bœufs, en transmettant la compétence avant de nous dire qu'il y avait les moyens. Manifestement, elle ne s'est pas exprimée d'une façon suffisamment convaincante, si bien que qu'est-ce qui s'est passé, je veux dire, ce soir-là? Le rapporteur que j'étais, la commission avait mis un avis défavorable à cet amendement parce qu'elle n'était pas persuadée qu'il y avait les fonds nécessaires pour l'immunisation. Et comme vous l'avez dit, l'argent c'est le nerf de la guerre. A dit, on souhaite que ce soit reporté, je veux dire, après le projet de loi de finances, de façon à ce que le Sénat soit assuré que les fonds nécessaires à cette immunisation seront mis. Une promesse et qu'il y aura les fonds. Qu'il y aura les fonds. Donc ça a été fait. Bon, la ministre s'est engagée. Le rapporteur que je suis, qui suit naturellement, ait fait confiance à la ministre. Et j'ai donc appelé mes collègues à voter cet amendement. Le groupe UMP l'a voté. Les groupes de gauche, socialistes, communistes et centristes ont demandé à Madame le ministre de bien vouloir retirer son amendement pour qu'il soit reporté à l'Assemblée nationale après le projet de loi de finances 2009 pour être certain que les crédits seraient mis pour l'immunisation. La ministre a refusé. Je trouve personnellement que ça a été une erreur, si bien que l'UMP n'ayant pas la majorité au Sénat, elle a perdu de quelques voix, puisque la ministre n'a pas été assez convaincante pour convaincre les autres groupes que le groupe UMP. Donc maintenant, je voudrais terminer ici. Le projet de loi de finances a été voté. Manifestement, les crédits sont en rendez-vous. Donc manifestement, le Sénat, je tiens à le dire, qui a affirmé à plusieurs reprises à la discussion à quel point il était attaché à l'humanisation des centres d'hébergement, naturellement se fait un plaisir. Et j'ai pris d'ailleurs contact avec Michel Piron, le rapporteur à l'Assemblée nationale, qui va demander aux députés de voter, et pour lesquels les sénateurs, maintenant que les fonds seront là, se feront un plaisir, naturellement, de soutenir. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la science maintenant, et la science et la télé. Merci bien. Quand la télévision donne à voir le travail des chercheurs, les documentaires scientifiques sont à la mode. Les festivals leur sont même consacrés. Ce soir dans Bouge la France, la chronique scientifique de Dominique Leglu.
Ça va, Dominique? Oui, ça va très bien. Alors, cette semaine, il y a eu un film scientifique terrible, tout le monde en a parlé sur Arte mardi, Mals en péril. C'est finalement le meilleur moyen pour la science de passer par des documentaires, pour se faire connaître, pour se faire expliciter. Mais c'est très efficace, c'est très efficace. Et effectivement, cette question terrible, ce problème terrible d'une chute fantastique du nombre de spermatozoïdes depuis 50 ans dans le sperme des hommes, hein, 40% à Paris, 50%. À Paris. Oui, 50. Ben, on est bien dans la moyenne, encore un peu basse, des pays occidentaux, des pays industrialisés. Et effectivement, c'était connu des spécialistes. Il a fallu ce film pour que le grand public en entende vraiment parler. Ça a été repris partout, par les radios, par les autres télévisions. Donc oui, c'est très efficace. Et justement, ce film avait été primé à un festival de sciences, Paris Science, il y a 1 mois et demi, qui s'est tenu au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et là, j'aimerais vous parler d'un autre festival qui vient de se dérouler. Oui, parce qu'il y a peut-être une perle dedans qu'on va... Ah ben justement, à Oulin, qui est près de Lyon. C'est un festival qui fêtait son 22e opus. Et cette année, j'ai fait partie du jury qui a primé un film qui s'appelle Cherche toujours, de Mathias Théry, et qui a accompagné de façon extrêmement élégante un groupe de chercheurs dirigé par quelqu'un de formidable, Stéphane Douadzi. C'est une famille où il y a des mathématiciens, des physiciens théoriciens, et je crois qu'on en a un extrait. On a un extrait, on va regarder ça. Messieurs, allons-y. Ce qui se passait, en fait, ce sont les grains de sable qui ont une certaine glaçure, on va dire ça comme ça, qui peuvent rouler tous en même temps, et c'est un peu comme une armée qui marcherait au pas ensemble. C'est pas un phénomène de résonance? Il y a forcément une résonance, voilà. Bien sûr, c'est ça. C'est ce que je me suis dit en entendant ça. Et alors, c'est très étonnant, alors vous pouvez vous dire, vraiment à quoi ça sert, hein? Bon. J'allais vous le dire. Bah oui. À quoi ça sert? Mais justement, c'est ça la recherche fondamentale. C'est à première vue, on ne sait pas. Oui, c'est beau en tout cas. Alors voilà, et c'est ça qu'exprime ce film. Là, nous en avons vu un tout petit extrait, mais c'est jubilatoire. Et la recherche fondamentale, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, avec des sujets, par exemple la forme des feuilles. Pourquoi sont-elles comme elles sont? Pourquoi les huîtres ont de la nacre? Voilà, on se saisit, on s'auto-saisit d'une question. Des questions simples, mais qu'on pourrait se poser en étant enfant. Oui, exactement. Mais après, vous y passez votre vie. Oui. Et on ne sait jamais. Un jour, ça peut servir. D'ailleurs, les très grandes découvertes, elles ont souvent surgi après, comme ça, ces questions dont on peut se dire qu'elles ne servent à rien. Et cette dune, excusez-moi d'y revenir, il n'y a que là que ça se passe dans le monde? Non, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sables. D'ailleurs, je suis sûre que parfois, quand vous promenez sur la plage et que vous donnez un petit coup avec votre talon, vous avez entendu déjà des sables qui chantent. J'ai pas fait attention comme ça. Maintenant que vous me le dites, je prêtais l'oreille. Alors, à Oulin, oui. Un autre film a été remarqué, c'était très sympathique, un jury jeune qui, lui, avait beaucoup aimé celui-là, mais aussi a donné une mention spéciale à quelque chose de très sérieux qui s'appelle Autopsie. C'est un jeune réalisateur qui s'est autoproduit, Adrien Clapiche, et qui a montré ce que c'est pour de vrai qu'une autopsie. Alors que ces derniers temps... Il a filmé une autopsie. D'ailleurs, voilà, plusieurs autopsies. On est en train de voir les images, d'ailleurs. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il a su établir une rigueur dans le cadrage qui fait qu'on ne voit pas les visages. Et donc, il n'y a pas d'obscénité.
C'est difficile, une autopsie, mais ça correspond à des gestes techniques et une science de l'anatomie extrêmement précise. Et ça, d'une certaine façon, seul le documentaire scientifique bien mené, intelligemment mené, peut le montrer. Alors que la fiction continue de nous faire fantasmer, et peut-être même de façon morbide. Oui. Et puis maintenant, avec la 3D et tout ça, on arrive à faire des effets. Là, il n'y a pas d'effets. Ce sont des choses naturelles. Oui, exactement. Et la science, c'est ça. Merci exactement. beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous avez convaincus, Dominique. Merci bien. On va parler maintenant des viticulteurs. Ils sont indépendants et ils ont du mal en ce moment dans le contexte actuel. Quel avenir pour les vignerons indépendants? Ils tiennent salon jusqu'à lundi à la porte de Versailles à Paris. Ils se plaignent de la baisse de la consommation et de la mauvaise image du vin. Ils accusent les campagnes anti-alcool. Invité ce soir de Bouge la France, Michel Issali, président des vignerons indépendants de France, et une viticultrice, Agnès Payan. Bonsoir à tous les deux. Alors on ne dit pas viticultrice mais vigneronne. Les vignerons. Alors expliquez-nous d'abord. On va demander au président. Qu'est-ce qu'un vigneron indépendant par rapport à un vigneron classique? Il y a deux types de vignerons. Il y a des vignerons indépendants comme nous, donc où on fait l'ensemble de la production, de la transformation et de la commercialisation. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les vignerons qui sont en cave coopérative, qui ont donc décidé à un moment donné de mettre en commun leur production et la transformation se faisant dans un lieu unique qui est la cave coopérative. Donc c'est les deux métiers qu'il y a aujourd'hui dans la production. Il y a aussi une petite partie du négoce qui produit aussi ces vins. Mais généralement, les vignerons indépendants de France représentent 53% de la production française. Oui, 53%, et 52, oui, c'est quasiment la moitié. Alors, Agnès, vous êtes vigneronne. Qu'est-ce que vous produisez? Expliquez-nous comment vous faites votre vin. Ah, alors là, on va y passer la soirée. Comment il est Comment il est? Alors déjà, je ne sais faire que du vin rouge. D'accord. Voilà, plutôt de garde, plutôt charpenté, parce que je suis sur un terroir qui exprime beaucoup de choses. Je suis à droite du Rhône. En descendant dans le Gard. Ah non, généralement, on suit le fleuve, donc en descendant. Non, je suis dans la vallée. Il y a beaucoup de femmes vigneronnes? Je pense qu'il y en a de plus en plus qui sont sur le devant de la scène. Pourquoi? Il y en a toujours eu, parce qu'une exploitation se tient souvent à deux, surtout chez les vignerons indépendants. Ces messieurs ne voulant pas faire les papiers et la paperasse, comme on dit. Mais non, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au devant de la scène. Oui. Alors, quelles difficultés vous rencontrez? Pas en tant que femme, en tant que vigneron, on va dire. À qui vous vendez votre vin? Alors, à titre personnel, je ne fais que du vrac parce que je n'ai pas une structure qui me permet justement, comme beaucoup de vignerons indépendants qui sont présents sur le salon pendant ce week-end porte de Versailles, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que je ne présente pas ma bouteille avec mon nom dessus. En revanche, j'ai un contrat avec un négoce et vous lui fournissez tant d'hectolitres par an. Voilà, il achète le nom du domaine. Et alors donc ça c'est du vrac, vous le donnez en cubiténaire, en tonneau, et après il part où? Il est vendu comment? En citerne. Est-ce qu'il a une appellation? Je sais pas. Je vous pose des questions vraiment de béotien. Ah non, là vous êtes dans un secteur qui est tracé de A à Z et qui est sous surveillance régulière. Je veux dire, on peut pas faire ce qu'on veut. Non, alors ça part pas en cubiténaire, ça part en citerne de 145 hectolitres, un certain nombre de bouteilles tout de même. Et puis bon, c'est vrai que je donne la responsabilité de la commercialisation à une tierce personne qui pour moi a une force commerciale. Bon, beaucoup de vignerons indépendants qui sont sur le salon ce week-end encore une fois à la porte de Versailles, donc vont jusqu'au bout. Bon, moi j'ai pas la structure, donc je le confesse, mais voilà. En ce moment, on décline la crise tout au long de cette émission dans différents secteurs. J'imagine que vous êtes aussi frappé, que vous allez l'être en tout cas. Comment vous pouvez la contourner? Parce que déjà, on sait bien que l'espace n'est pas facile, l'espace d'expression des vignerons avec les lois qui existent. Le vin depuis le début de l'histoire du vin, donc ça remonte à très très loin, a toujours été un produit mondialisé. C'est-à-dire que le vin a toujours dépassé les frontières, que ce soit de l'Italie, de la France, de la Gaule après. Donc on a toujours eu l'habitude d'aller chercher
notre clientèle à l'extérieur. Et effectivement, aujourd'hui, dans la conjoncture que l'on vit, donc cette crise financière qui nous touche depuis quelques semaines, quelques mois, fait que dans les échanges mondiaux, on est soumis effectivement au fait que il y a une perte du pouvoir d'achat, il y a une perte de confiance, il y a une crise qui est là, qui fait que les échanges sont beaucoup plus compliqués, notamment. Et puis il y a des concurrents, vous parlez à l'étranger. Et puis il y a des concurrents, c'est-à-dire que on était jusqu'à présent soumis à une crise que l'on a connue dans le début des années 2000, où on a pris de pleine face cette nouvelle concurrence à laquelle on n'était pas forcément habitué. Donc on la rappelle, c'est les vins sud-américains, américains, australiens, néo-zélandais. Avec une autre façon de concevoir le vin, plus marketé, plus adapté peut-être à un certain style de consommation. Et puis on était en train de commencer de sortir de cette crise, et voilà qu'on tombe dans une autre crise qui n'a rien à voir avec la crise viticole, qui est une crise financière et mondiale. Même si encore on ressent pas tout à fait les effets, on commence à les entrevoir. On voit bien que dans les échanges aujourd'hui mondiaux, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Chine, que ce soit avec Vous avez du mal à vendre à l'étranger. Vous n'êtes pas bankable, comme on dit. C'est pas que la France. On s'aperçoit aujourd'hui que comment que ce soit, même quand on discute avec nos collègues italiens, espagnols, portugais, ils sont soumis également à la même crise que la nôtre. Les échanges sont compliqués, très très difficiles. Donc voilà, on sort à peine d'une crise, on était juste rentré dans la mutation nécessaire pour que nos entreprises rentrent dans la modernité, et maintenant on prend cette crise de plein fouet. Rajouter à cela une millésime 2008 qui est très difficile, puisqu'on a perdu 30% à 40% de la récolte, c'est-à-dire que très petite récolte, ce que vous voulez dire, c'est très faible récolte, mais pas forcément de mauvaise qualité, ou en plus elle est pas terrible. C'est pas la meilleure année du siècle. Ça ne sera pas l'année du siècle, mais il y a des belles réussites, comme dans toutes ces millésimes-là. Souvent, il y a des vignerons, des entreprises qui arrivent à en tirer quelque chose de bien quand même, à faire des choses qui sont correctes. Donc on est, voilà, en plus de ce contexte mondial difficile, la perte de confiance, le fait que les gens ont du mal à consommer aujourd'hui, on a une récolte qui est très faible. Et il y a aussi un autre paramètre, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, c'est que le vin, c'est moins tendance, notamment chez les jeunes, hein, ils sont pas trop branchés sur le vin, comme les mêmes jeunes pouvaient l'être il y a 30 ou 40 ans, non ? Le jeune n'a pas été branché sur le vin, quelle que soit la génération, je pense, parce que de toute façon, c'est en opposition. Le vin, c'est la boisson des parents. Donc, par opposition, le jeune ne boit pas comme papa et maman, parce que c'est pas bien. Alors, donc, là, il y a on pourra en discuter des problèmes de consommation, mais il y a un gros problème. Il y a un procès d'intention qui est pas forcément légitime pour nous, et non, le jeune n'a jamais bu le vin. Le vin, si vous ne l'appréhendez pas, si vous ne n'a jamais bu de vin. Oui, pardon. Parce forcément. Que pareil, le binge drinking, c'est quand même des phénomènes qui malheureusement et des fléaux qui existent. En revanche, j'ai vu que les femmes commençaient s'orienter davantage vers le vin, et notamment le vin blanc, ce qui vous favorise pas parce que vous faites pas de vin blanc, mais oui, ça c'est pas grave. Comment vous l'expliquez ça? C'est une entrée. Quand vous connaissez pas un produit, vous pouvez pas en appréhender la complexité comme on peut le faire dans nos caves. Et derrière le vin, il y a plein de choses. Donc, en revanche, avoir alors il y a aussi des effets de mode, mais des entrées qui sont relativement simples en termes d'appréhension du produit, ça rassure. Donc, c'est vrai que c'est plus simple pour une femme. Il faut rappeler quand même qu'il y a 60% des vins qui sont choisis par des femmes sur les rayons. Ces messieurs nous font confiance, mine de rien. Ah oui, c'est vrai, c'est les femmes qui font les courses, c'est ça. Oui, mine de rien. Mais pour les choses sérieuses comme le vin, on peut pas toujours déléguer. On peut pas toujours déléguer. Non, par contre, c'est vrai que le vin blanc est peut-être plus considéré comme un alors, certains vont être en colère si je dis ça, comme monolithique, mais plus facile d'appréhension en termes simplement de valeur qu'un vin rouge que l'on va être amené à je sais pas, carafer, etc. C'est le rosé qui a détrôné le blanc de toute façon. Alors il y a des effets de mode et puis il y a des effets de facilité d'accès.
tout simplement. Oui, c'est-à-dire que effectivement le rosé, maintenant il n'y a plus vraiment de mauvais rosé. Alors il y a des bons, il y en a, mais grosso modo c'est assez homogène. Tous les vins sont bons aujourd'hui parce qu'on est arrivé à une technicité, que ce soit dans la production ou dans la transformation, qui fait que on trouve très très rarement des vins qui sont pas forcément très bons. Pour être complètement honnête, j'imagine, nos vins maintenant sont tous bons, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 30 ou 40 ans, mais aussi parce que les vins des Italiens se sont mis à être bons aussi, des Espagnols aussi. Il fallait bien qu'on remonte notre niveau. Mais c'est pas vrai ça? Je pense que le vin français a toujours été bon, aussi bon que les vins étrangers. Ils sont pas venus. Non, mais je veux dire, il y a 40 ans, notre vin a toujours été meilleur que celui des Italiens, mais il y avait quand même parfois de la piquette chez nous aussi. Oui, comme partout. C'est les habitudes de consommation qui ont changé. On est passé d'une consommation d'un vin qui était plutôt un aliment, où on ne demandait pas forcément des grandes qualités gustatives. Voilà, c'était un accompagnement du repas. Ça faisait partie aussi de la ration alimentaire de la journée. On est passé à un vin plaisir. Et on est aussi passé à un vin marqueté. Et ça, c'est ce qui change un petit peu la donne, parce que et là, nous, avec nos racines, notre culture, notre histoire, on a peut-être plus de difficultés que les Américains, que les Australiens, qui sont des jeunes producteurs. Qui découvrent un petit peu ça. J'ai une dernière question, parce que j'ai 20 secondes là-dessus pour terminer. Le vin bio, c'est bien, c'est pas bien, c'est une escroquerie, c'est quoi la différence avec du vin normal? C'est très bien, le vin bio. On voit bien aujourd'hui. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas d'ajout de... Le vin bio, on est d'abord sur le respect d'un territoire, c'est le respect de l'environnement. On essaye d'amener le moins d'intrants possible au niveau de la production. C'est rassurant aussi pour le consommateur. Aujourd'hui, le consommateur est demandeur de ce type et les consommatrices également. Non, c'était pour les producteurs quand je disais ça, parce que à un moment donné, manipuler un certain nombre de produits n'est pas forcément... pas très bon pour la santé, forcément. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On rappelle que c'était à l'occasion du Salon des vignerons indépendants, c'est porte de Versailles jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. C'est le 30e. Donc, et c'est le 30e, et c'est ouvert de 10h à 20h le soir. Très bien, merci beaucoup. On a 30 ans. Oui, merci beaucoup. Les unes des journaux de demain maintenant avec Saveria. Merci. Le chômage et les attentats de Bombay sont à la une des quotidiens, comme chaque soir avec Saveria Rojek. Découvrez en avant-première les grands titres de vos journaux. Voilà, ce sont les attentats de Bombay qui font la une de la plupart de vos quotidiens demain. L'escalade terroriste à la une de Libération. 125 personnes sont mortes, des centaines sont blessées. Carnage à Bombay pour le Parisien aujourd'hui en France. Des bars, des restaurants et des gares ont été mitraillés par des commandos surarmés. Des attaques d'une rare violence. Pour la Croix, des terroristes frappent l'Inde au cœur. Des cibles et des méthodes qui font penser à Al-Qaïda. Ces attaques de Bombay marquent une escalade dans la stratégie de la terreur. La terreur à Bombay, justement, à la une du Dauphiné libéré. Le Taj Mahal de Bombay, un des hôtels les plus luxueux de la capitale, a brûlé une partie de la journée aujourd'hui. 25 Français sont encore ce soir bloqués dans certains hôtels de la ville. Autre grand titre de l'actualité demain, c'est la très forte hausse du chômage. Pour l'humanité, 2 millions de chômeurs, la crise à bon dos. L'humanité qui propose une carte de France des emplois sacrifiés. Le chômage s'emballe pour la Tribune. Près de 47 000 personnes se sont inscrites à la NPE en octobre. Les secteurs aidés par l'État, comme le secteur automobile, devront donner des contreparties en termes d'emploi. Déclaration de Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État à l'emploi, dans une interview à lire justement dans la Tribune demain. Voilà, Pierre. Eh bien, il est pile l'heure de nous quitter, 23h18 et 26 secondes. On remercie Philippe de Sony qui réalisait cette émission ce soir, Jérôme Dorville, notre rédacteur en chef, Anaïs Jaunet et Simon Barbary qui ont préparé l'émission et les différents thèmes. On se retrouve lundi, effectivement. Donc, excellent week-end. Tout de suite, un sujet sur l'exposition de Miro à Warhol. C'est juste à côté, c'est au musée du Luxembourg. Merci, excellent week-end et à lundi. Au revoir.